Bonjour d'abord, merci de m'avoir invité à vous présenter nos travaux sur les batteries, plus particulièrement sur l'amélioration de l'autonomie de ces batteries et plus particulièrement encore sur l'amélioration, grâce à des batteries plus performantes, de l'autonomie du véhicule électrique, sur lequel nous pouvons espérer dans les années qui viennent arriver à avoir des performances comparables à celles des véhicules thermiques. Alors, ce que je vais vous raconter peut être illustré, la problématique peut être illustrée sur ce slide. Les difficultés aussi de l'exercice est illustrée sur ce slide. Vous voyez, en 1899, on avait déjà réussi à faire un véhicule qui allait plus vite que 100 km/h. C'est un ingénieur belge qui avait mis au point ce véhicule, basé sur des batteries au plomb. L'autonomie n'était pas si ridicule que ça, 60 km à 80 km/h. Ce qui était un petit peu plus difficile, c'est qu'il fallait 650 kg de batterie, grosso modo tout le contenu de la fusée que vous voyez là, plus le conducteur, ça faisait un véhicule qui faisait un peu plus d'une tonne, mais qui avait déjà quand même des caractéristiques intéressantes. Et pendant des années, le véhicule électrique a concurrencé très sérieusement le véhicule thermique, grosso modo jusqu'au début du XXe siècle. Et où est-ce qu'on en est maintenant? On en est quand même un peu plus loin. On a la Zoé par exemple, en 2013. L'autonomie 150 km, bon, c'est un peu plus du double. Pour une batterie qui est quand même nettement plus légère, 290 kg, une technologie différente, 22 kWh de batterie. Là, j'ai donné un 10-15 kWh, c'est ce qu'on peut à peu près deviner, je n'ai pas les chiffres exacts. Alors, il n'y a pas que la Zoé, il y a un certain nombre de véhicules électriques actuellement sur le marché, et en particulier, il y a les Tesla, dont l'autonomie annoncée est de l'ordre de 450 à 500 km, donc c'est pratiquement ce que je vous ai annoncé comme but de nos recherches, avec une batterie lithium-ion dont je n'ai pas le poids, mais dont on peut imaginer qu'elle est aux alentours de 800 kg une tonne, et une capacité de 85 kWh, donc 4 fois supérieure à celle de la Zoé. Alors, donc le but est atteint d'une certaine façon, très bien. Ben non, c'est pas si bien que ça, parce que ce véhicule-là, il coûte 100 000 €, donc c'est très très loin du véhicule de Monsieur Tout-le-Monde. Et le but que nous essayons d'atteindre, c'est d'avoir ce type d'autonomie, 450 à 500 km, pour un véhicule du même type que la Zoé. Alors, avant de vous raconter ce que nous faisons, je vais reparler un tout petit peu du problème plus général du stockage de l'énergie, en particulier électrique. Donc pourquoi stocker l'énergie? C'est ce que vous a expliqué un peu Christophe tout à l'heure, pour essayer d'améliorer la gestion de l'énergie dans le monde. Alors, il y a bien entendu le problème du besoin d'énergie propre, on sait bien qu'actuellement les sources d'énergie renouvelables sont extrêmement intermittentes et qu'il faut donc trouver une façon de pallier cette intermittence, et le stockage de l'énergie en est un. Mais c'est vrai aussi de façon plus générale, si on veut adapter la production à la consommation d'énergie, eh bien, il est nécessaire, il est souhaitable d'avoir des moyens de stockage de l'énergie beaucoup plus performants, beaucoup plus importants que ce que nous avons actuellement. Et puis bien sûr, il y a l'augmentation des applications nomades, le véhicule électrique bien sûr, mais le véhicule électrique, en Chine il y en a énormément, et puis tout ce qui est appareillage électronique, ça va du téléphone à l'ordinateur en passant par les appareils photo, etc. Alors, comment stocker l'énergie? Je vais évidemment commencer par, je vous ai parlé de problèmes de stockage stationnaire. 98% actuellement du stockage d'énergie électrique se fait dans des barrages hydroélectriques. Alors s'il faut des barrages un peu particuliers, il faut qu'il y ait un réservoir dans le bas et un réservoir dans le haut. Là j'illustre ça par le barrage de Grand Maison, qui est le plus gros barrage en France qui fait ce type de possibilité. Donc avec deux barrages, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a des quantités de water, ou de gigawattheures stockés, produits annuellement très importants. Bon, bien entendu, ça c'est totalement inutilisable pour le véhicule électrique. Donc les deux principaux concurrents actuellement de stockage de l'énergie pour le véhicule électrique, c'est l'hydrogène et l'accumulateur électrochimique. Alors l'hydrogène, c'est une chaîne un peu compliquée, électrolyse de l'eau ou éventuellement réformage de produits pétroliers. Ensuite, un compresseur ou un liquéfacteur si on veut avoir de l'hydrogène liquide, un réservoir, une pile à combustible, le moteur électrique. Le tout a des capacités par litre, par kilogramme très importantes, mais par litre, c'est-à-dire la taille du réservoir qu'il faut mettre dans le véhicule, qui peut être variable en fonction de la technologie que vous utilisez. Basse pression, c'est totalement inutilisable. Haute pression, bon, ça suppose évidemment un système de compression compliqué. Et le problème est le rendement global de cette chaîne, qui est de l'ordre à 20 à 30%. Donc ce n'est pas extrêmement important. Bien moins bon que le barrage, qui est plutôt 70%, bien moins bon que les batteries, qui est entre, selon les technologies, 70 à 90%. Voilà, alors là, j'ai illustré là aussi les différentes technologies qui vont de la batterie au plomb
à la lithium-ion actuellement utilisée. Alors, je représente ici, enfin, plus exactement, j'ai pris cette illustration dans un article de Tarascon et Armand en 2001 dans Nature. Tarascon, aujourd'hui, juste deux mots, c'est lui qui a mis au point, enfin, qui a créé le réseau Énergie RS2E, qui est le réseau dans lequel se passe l'essentiel de la recherche en France sur les batteries électriques. Alors, c'est le accumulateur électrique. Alors, là, je représente ici les différentes technologies. Alors, il n'y a pas toutes les technologies, ça, ce sont toutes les technologies de batterie que vous pouvez acheter en gros au supermarché. Donc, ça va du plomb acide, qui existe toujours, vous l'avez dans votre véhicule. Et pourquoi ça existe toujours alors que ça n'a pas l'air si bon que ça? En abscisse, ici, vous avez des watts par kilo, donc la quantité d'énergie que vous pouvez stocker par masse, et puis ici, la quantité d'énergie que vous pouvez stocker par litre. Alors, pour les batteries, c'est relativement linéaire. Pour d'autres systèmes, évidemment, ça peut ne pas l'être. Alors, le plomb acide donc, reste très utilisé. Pourquoi? C'est pas cher, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, et puis c'est relativement sûr comme technologie. Alors ensuite, ça c'est donc en gros le milieu du 19e siècle. Ensuite, deuxième moitié du 20e, nickel-cadmium, nickel-métal-hydrure, vous voyez qu'on gagne en densité d'énergie. Et puis actuellement, donc, ce que vous trouvez dans les téléphones portables, dans les véhicules électriques, c'est le lithium-ion avec des densités d'énergie. Là, dans cet article, il était indiqué 150 Wh en gros par kilo. Actuellement, on est plutôt à 200, 250 Wh par kilo. Voilà. Et puis, il y a éventuellement cette technologie-là. Cette technologie-là, j'en dirai rien, mais juste préciser que c'est la technologie qui est utilisée dans les autolibes Bolloré. C'est une technologie qui est bien maîtrisée par Bolloré et qui, quand même, n'est pas très utilisée parce qu'elle est considérée comme unsafe. La raison étant que lorsque vous rechargez les batteries, vous avez un électrode en lithium, et sur le lithium que vous redéposez sur le lithium a tendance à se déposer sous forme dendritique, et les dendrites risquent de court-circuiter la batterie, de mettre le feu à la batterie, etc. Bon, je ne dirai pas plus, mais c'est une technologie qui n'est pas, je dirais, complètement maîtrisée à l'heure actuelle. Donc je reviens maintenant à la batterie lithium-ion, qui est représentée ici. La batterie lithium-ion, alors d'abord, quel est son principe de fonctionnement? Vous avez, comme dans toutes les batteries, deux électrodes, un électrolyte. Ce qui est un peu particulier dans les batteries lithium-ion, c'est qu'il n'y a pas de réaction chimique à proprement parler aux électrodes. Il y a plutôt insertion des ions lithium dans l'électrode positive à la décharge et dans le sens inverse à la charge, insertion des ions lithium dans la négative. Alors la positive, c'est un certain nombre de matériaux, d'oxydes qui sont utilisés. Il y a une grande variété de matériaux. La négative, en général, dans les batteries commercialisées, c'est du carbone, du graphite. Et on va voir qu'il y a peut-être moyen là de gagner quelque chose. Alors la première façon d'améliorer, donc on a dit 150 km, 200 km d'autonomie, on voudrait gagner le plus possible par rapport à ça. Une première façon donc d'améliorer l'autonomie, améliorer la capacité des batteries, c'est d'augmenter la différence de potentiel entre les deux électrodes. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais pour ça il faut utiliser des électrodes positives différentes et surtout travailler sur la stabilité de l'électrolyte soumis à des potentiels élevés. Bon, je n'en dis pas plus. L'autre voie, celle sur laquelle nous travaillons, c'est l'amélioration de la capacité des matériaux qui constituent l'électrode négative, donc l'anode. Et là, je vous ai dit, le matériau actuellement le plus utilisé, c'est le graphite, c'est le carbone. Et puis vous voyez là tout un tas de matériaux dont les capacités théoriques pour l'électrode sont nettement supérieures à celles du carbone. On voit que le silicium, par exemple, a une capacité 10 fois supérieure à celle du carbone. Ça ne permet pas d'avoir une amélioration de 10 fois la capacité de la batterie complète, puisque la batterie complète, c'est un certain nombre d'éléments, mais ça permettrait quand même, on estime actuellement, ça permettrait d'augmenter de 30 à 40% la capacité de la batterie, donc l'autonomie du véhicule. Alors le silicium, magnifique, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de silicium actuellement dans les batteries lithium-ion? Et voilà pourquoi, parce que quand vous avez une capacité aussi importante, ça veut dire que vous rentrez énormément de lithium dans votre silicium. Vous rentrez 4 atomes de lithium pour un atome de silicium. Et en fait, le résultat, le silicium est un matériau très dur, le résultat, c'est que votre silicium, il se casse complètement. Et donc, vous n'avez pas une batterie, vous n'avez pas quelque chose qui va pouvoir se cycler, vous avez quelque chose qui a un cycle, vous rentrez une fois, vous sortez une fois, et puis c'est terminé, vous n'avez plus de batterie. Donc ça, c'est dans le cas de grains. Alors les stratégies qui sont employées actuellement pour essayer de résoudre ce problème de déformation, de cassure du matériau en cyclage, c'est d'utiliser des objets nanométriques, nanophiles, nanograins. Nanophiles, c'est un sujet sur lequel travaille un autre laboratoire de l'école polytechnique, le PICM. Traitement de surface, c'est lorsqu'on a des nanograins, il reste quand même ce problème d'augmentation très importante
de la taille du matériau. Et donc, par des traitements de surface, on arrive à améliorer le comportement de ce matériau. Et puis nous, sur quoi on travaille, c'est l'adaptation du matériau. Travailler sur un matériau qui sera à la fois une grande capacité et qui supportera mieux ces modifications de volume, ces variations de volume du matériau. Alors, le matériau que nous proposons et sur lequel nous travaillons, c'est donc un matériau qui est basé sur le silicium. C'est un matériau qui est un alliage de silicium et de carbone, qui est en fait un alliage assez particulier, puisque c'est un alliage de silicium amorphe méthylé, dans lequel le carbone est inséré dans le silicium sous forme de groupement méthyle. Alors, pourquoi ça s'appelle comme ça? A pour amorphe, Si pour le silicium, groupement méthyle, et puis hydrogène, parce que le matériau est un matériau amorphe dans lequel, en fait, par construction, il y a une partie assez importante d'hydrogène. Alors, quel est l'intérêt de l'introduction de ces groupements méthyles? Ces groupements méthyles, en fait, ils vont donc forcément se placer se lier à un atome de silicium de la structure, et une fois que cet atome de silicium est lié à ce groupement méthyle, eh bien, il ne peut plus se lier à un quatrième atome de silicium, et donc ça veut dire qu'on va modifier la structure du silicium amorphe qui serait obtenue si on n'avait pas ces groupements méthyles. Et puis en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand on a ce petit groupement méthyle qui est là, eh bien, en fait, tout autour, il y a un certain nombre de silicium qui ne peuvent pas se lier entre eux. Donc on crée des micro-vides, des nanovides, en fait, c'est extrêmement petit, qui vont faire, en fait, qui vont rendre ce matériau à la fois une structure plus lâche et à la fois une structure légèrement poreuse, qui va lui donner donc une propriété mécanique de souplesse par rapport au silicium pur. Alors voici très rapidement le résultat qu'on obtient si on compare le comportement d'une couche, d'un film de silicium pur, un film de silicium méthylé. Vous voyez que, alors on n'a pas encore quelque chose qui est l'idéal, ce serait d'avoir, ça c'est la capacité en fonction du nombre de cycles. L'idéal, bien entendu, ce serait d'avoir quelque chose de tout plat. On n'a pas quelque chose de tout plat. Ça, on a une diminution de la capacité en fonction du nombre de cycles, mais cette diminution est nettement moins importante que celle du silicium pur. Et vous voyez que même au bout de 300 cycles, on est encore très très haut. La capacité de notre électrode est encore très très haute par rapport à celle théorique du graphite. Donc on a quand même une amélioration sensible de des propriétés mécanochimiques de ce matériau. Alors, les études que nous faisons actuellement sur ce matériau pour essayer à la fois de mieux comprendre ses propriétés et puis d'améliorer aussi, d'optimiser ses propriétés, ce sont des études par, bien sûr, mesure électrochimique, hein, c'est un concept électrochimique, par spectroscopie infrarouge et microscopie optique in situ, par TOFSIM, donc ça c'est une collaboration que nous avons avec Chami ParisTech, par AFM, enfin un certain nombre de méthodes, de techniques qui sont mises en jeu. Toute l'idée est d'améliorer. Donc ce dont on se rend compte par ces techniques, c'est que d'une part, on a une amélioration du rendement du matériau. Le rendement, c'est combien vous mettez d'énergie, combien vous en récupérez. Ce matériau a un meilleur rendement que le silicium pur. Il a aussi une meilleure stabilité de la surface. C'est-à-dire que la surface, l'interface entre l'électrode et l'électrolyte se dégrade beaucoup moins pour ce matériau que pour les silicium purs. Enfin, dernière propriété, il a une meilleure résistance à la fracturation. Là, je vous montre une image d'un film de silicium après cyclage. Vous voyez que le film qui au départ était absolument homogène s'est fracturé. Eh bien, lorsqu'on compare les propriétés, les résultats qu'on obtient pour le silicium pur et pour le silicium méthylé avec 10% de méthyle, 10% de carbone, si vous préférez 10 ou 20% de carbone, vous voyez qu'en fonction de l'épaisseur du film, eh bien, le silicium pur se fracture toujours, le silicium méthylé ne se fracture pas pour des épaisseurs de 110 nanomètres, et pour 20%, eh bien, il ne se fracture que pour des épaisseurs de 300 nanomètres. Donc on a un matériau dont la souplesse permet d'éviter la fracturation en cyclage. Voilà. En conclusion, on a donc mis au point ce matériau, le silicium amorphe méthylé. C'est on propose comme nouveau matériau d'anode. Cette amélioration du matériau est obtenue grâce à une diminution de la rigidité du silicium qui permet une meilleure cyclabilité par rapport au silicium amorphe, une meilleure durée de vie qui est liée bien sûr à cette meilleure cyclabilité. Et l'idée donc avec ce matériau, c'est d'obtenir les propriétés du silicium, c'est-à-dire un décuplage de la capacité de l'anode qui permettrait un gain de 30% sur la batterie complète. Voilà. On espère avec ça obtenir de nouvelles batteries électrochimiques pour les véhicules et bien sûr, cette application peut aussi être utilisée pour d'autres applications, les appareils électroniques dont je parlais tout à l'heure.
Voilà, je voudrais juste, comme remerciement, citer les différents collègues qui ont travaillé sur ce sujet au laboratoire. Les 3 premiers sont permanents, les 4 derniers sont des doctorants. Et puis les collaborations que nous avons sur ce sujet, avec d'une part des universitaires, Chimie ParisTech dont j'ai déjà parlé, le CRTSE qui est un institut de recherche sur l'énergie d'Alger. Et puis on a 2 collaborations industrielles, l'une avec Saft et l'autre avec Renault, bien sûr, sur le véhicule électrique. Voilà, je vous remercie.